Itso Tsuda. La voie du dépouillement, chapitre 5. L'univers clos. En brisant la splendeur de l'univers, en morcelant la structure des êtres et en réduisant la vision intégrale des anciens, rares sont ceux qui arrivent à embrasser les beautés de l'univers et à refléter le vrai visage de l'esprit. Chuang Tzu. Avec le progrès de la science, on découvre de plus en plus de choses. Ces découvertes sont précises et exactes. On reconfirme l'idée que l'homme est une machine très complexe, mais entièrement explicable par la science. Par exemple, l'état d'âme dont on fait tellement cas est parfaitement attribuable à une condition biochimique. On a trouvé que dans le sang des anxieux, il y a un taux d'acide lactique et de lactate supérieur à la moyenne. On a fait la contre-expérience. On a injecté de l'acide lactique dans le sang de sujets parfaitement sains et relaxés. Ceux-ci sont devenus anxieux. L'application de la technique électrique sur le cerveau a fait aussi un grand progrès. On a découvert au moyen de l'électroencéphalographie que dans nombre de cas d'épilepsie, il y a des désordres électriques localisés. On est amené à concevoir l'idée de guérir l'épilepsie par l'implantation d'électrodes permanentes, faites de petites aiguilles métalliques qu'on fixe à travers la paroi crânienne et qui pénètrent dans certains points soigneusement choisis du lobe temporal. À l'occasion de ces expériences, on a aussi découvert qu'on peut susciter les sentiments les plus subtils de mémoire et de souvenirs, comme celui de la Madeleine de Marcel Proust, tout bêtement par le passage d'un courant. La conclusion qu'a tirée le neurophysiologiste canadien Penfield est qu'il existe au fond de tout être humain une mémoire absolue, totale, bien que normalement inaccessible. Cela n'a rien qui puisse me surprendre. Noguchi m'a déjà parlé de cette mémoire absolue. Les sujets hypnotisés peuvent se rappeler d'infimes détails du passé vécu, des choses tellement insignifiantes et banales qu'ils n'avaient même pas remarqué sur le moment. Un mégot dans le cendrier, ou un crayon sur la table, par exemple. Pendant le mouvement régénérateur, il arrive aussi de ressusciter des souvenirs enfouis, comme les séquences d'un film découpé sans ordre. Mais nous ne faisons pas de psychanalyse. Nous les laissons surgir, nous n'y attachons pas d'importance. Il est plus important pour nous de les laisser passer et de ne pas les retenir. Un des élèves de Penfield, Delgado, espagnol, a poussé ses expériences plus loin. Un malade portait dans son cerveau une série d'électrodes reliées à un petit poste radiorécepteur fixé sur la nuque. En appuyant discrètement sur tel ou tel bouton du poste émetteur correspondant, Delgado suscitait à volonté chez son malade des sentiments à son choix. La colère, la peur, la faim, la soif, l'envie de marcher, etc. Le malade se justifiait par des raisons extérieures, psychologiques, par de libres décisions, alors qu'il n'était que téléguidé par son expérimentateur. L'homme est donc une machine qu'on peut contrôler à volonté, soit par l'action biochimique, soit par le passage d'un courant électrique. Une conclusion séduisante pour qui veut gouverner le monde. Ce genre d'étude deviendra de plus en plus minutieux à mesure que la science fait des progrès et que les moyens d'investigation se perfectionnent. Il nous conduit fatalement au déterminisme de plus en plus consolidé. Les conséquences qui en découlent sont tout d'abord la meilleure compréhension du mécanisme neurophysiologique, mais ensuite, et inévitablement, la négation totale de la valeur humaine. Si tout acte humain est imputable à une certaine condition biochimique ou électrique, il faut admettre que nous ne sommes en aucune façon responsables de nos actes. Tous les assassins doivent être pardonnés et c'est au laboratoire de trouver le facteur biochimique ou électrique qui serait la cause du crime. Si l'homme n'est qu'une machine, qu'une espèce de moulin à café avec la différence qu'il est plus compliqué, l'homme n'a plus besoin de vivre. Qu'on détruise tous les moulins à café, qu'ils soient plus simples ou plus perfectionnés, cela n'a pas plus de sens que l'érosion des roches ou le déferlement de la vague. Cette négation de l'homme
est l'aboutissement logique de l'orientation que nous avons prise pour sonder le mystère de la nature. C'est le paradoxe de la science qui nous donne la réponse en conformité avec notre question. Or, toute réponse est déjà incluse dans la question, avant même qu'on la trouve. Ainsi, en posant la question « N'avez-vous jamais menti dans votre vie ?» on arrive à la conclusion que tous les hommes sont menteurs, car il n'y a pas un être humain qui n'ait eu recours à cet artifice verbal au moins une fois. Quelle conclusion tirera-t-on si on inversait la question ? N'avez-vous jamais dit la vérité dans votre vie ? La science est placée sous l'impératif de trouver des équations, des relations de cause à effet. Ces équations s'appelleront tantôt la causalité mécanique, tantôt la causalité biochimique. Or, on sait que la causalité mécanique a cessé sa prétention d'absolutisme dans la physique, qui est pourtant son propre terrain. La probabilité, sur laquelle on se penche de plus en plus, est une équation de compromis. En dehors de la causalité et de la probabilité, la science est impuissante à fournir d'autres solutions. Un désir nous pousse à trouver des équations infaillibles. Mais appliquées à l'homme, ces équations montrent une incertitude extrême. Je ne dirais pas que la causalité est impossible chez l'homme. Si quelqu'un se tire une balle dans la tête et par la suite meurt, on admet qu'il y a une relation de cause à effet entre la balle et sa mort. Mais ce n'est pas toujours certain, car il y a des cas où l'on continue à vivre tout en recevant une balle dans la tête. Tout dépend du nombre de facteurs plus ou moins difficiles à déterminer. La force de l'impact, l'angle de frappe, l'endroit touché et surtout l'état d'âme du sujet. Un homme était ivre-mort lorsqu'il reçut un télégramme annonçant sa faillite financière. Il se dessoula instantanément. Peut-on établir une relation de cause à effet entre son télégramme et son réveil de conscience ? Si cela était possible, on pourrait reproduire le dit télégramme en grande quantité et les distribuer. Il y a pas mal de ménages qui seraient intéressés. Un jour, je reçus la visite d'un ami qui était connu pour son refus de toute boisson alcoolique. Il ne pouvait même pas en supporter l'odeur. Comme il avait soif ce jour-là, il demanda un verre d'eau à ma femme. Quand il eut vidé le verre, ma femme lui demanda « Vous n'avez rien senti ?»« Non. Mais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? » Eh bien, j'ai mis quelques gouttes de saké dans l'eau, mais si vous n'avez rien senti, c'est très bien. En fait, elle n'avait rien mis du tout dans l'eau. Mais comme il insistait trop sur son refus d'alcool, elle voulut lui jouer un tour. Elle constata que sa peau devenait toute rouge et lorsqu'il nous quitta, il avait des pas chancelants comme un parfait ivrogne. Le miracle de Jésus qui changea l'eau en vin n'est pas une chose impossible. Pendant la guerre, un officier japonais donna un coup de cravache à un prisonnier qui mourut sur le champ. Intrigué, il répéta l'expérience et constata que cela marchait parfaitement. Il formula sa constatation en disant que l'homme peut mourir par le ki sans cause matériellement efficace. Encore moins qu'une cravache, des gouttes d'eau peuvent provoquer la mort. Des étudiants d'une université anglaise eurent l'idée de faire un procès bidon contre un gardien d'école. Ils se déguisèrent en magistrats et la procédure se déroula conformément aux règles. Le pauvre gardien, mis au banc des accusés, était attaqué pour ses nombreux méfaits. Le verdict fut solennellement prononcé, condamnation à mort. Compte tenu de son long service, on lui accorda une faveur. Au lieu de la décapitation ou de la pendaison, sa mise à mort serait exécutée par l'écoulement du sang. On l'attacha à une chaise, lui banda les yeux et on lui fit croire qu'une veine au bras était coupée. En faisant couler de l'eau tiède, on se mit à compter les gouttes. On l'avait averti qu'au bout de 200 gouttes, il n'aurait plus assez de sang pour pouvoir vivre. 200 gouttes comptées,
Les étudiants étaient sur le point de partir en un grand éclat de rire pour la farce bien jouée. Ils virent que le pauvre bonhomme était bel et bien mort. Peut-on accuser d'homicide volontaire les gens qui n'ont utilisé qu'une cravache ou des gouttes d'eau ? Chez l'homme, les équations semblent bien marcher, et un beau jour, un paramètre inconnu les renverse toutes. L'homme est un iceberg dont la partie visible a l'air de céder à notre exigence rationaliste, mais la majeure partie immergée nous réserve des surprises. Ce qu'on sait ne peut égaler ce qu'on ne sait pas. C'est en voulant trop savoir que la vie meurt. On peut définir la vie, mais la vie rejette toute définition. Certes, on apprend à vivre avec le développement de l'intelligence. On apprend à discerner entre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Si la connaissance était une condition sine qua non de la vie, aucun nouveau-né ne survivrait au bout d'une semaine. Nous vivons, pourtant sans savoir pourquoi. Tout apprentissage dans la vie commence par le conscient. Pourtant, le conscient, sans le concours du subconscient, est impuissant. On apprend à manier une fourchette ou des baguettes, tout est fonction de la coutume. Une fois appris, le geste devient automatique. On n'y pense même pas en l'exécutant. On se rend compte de la difficulté de l'apprentissage lorsqu'on voit par exemple un occidental non habitué se mettre à utiliser les baguettes pour la première fois. Il y a de quoi se donner le torticolis à le regarder. Une habitude se forme lorsque l'opération commencée par des efforts conscients passe au niveau subconscient. Il y a là un processus descendant de l'information reçue. Ce processus, que tous les êtres humains connaissent au cours de leur développement, est pourtant difficile à expliquer. Pense-t-on à l'assimiler au mécanisme automatique ? Cela n'explique rien. L'habitude et le mécanisme, c'est le jour et la nuit. Le mécanisme exécute le travail selon un plan prescrit et n'admet pas la déviation. Tandis que l'habitude a en soi une certaine latitude qui permet de s'adapter à la diversité des circonstances. Une fourchette peut être lourde, en argent, légère, en aluminium, longue ou courte, de telle ou telle forme. Le morceau à piquer peut être gros ou petit, placé au milieu ou à droite de l'assiette. On peut être assis sur une chaise haute ou basse. La bouche ne se trouve pas nécessairement à la même place selon qu'on se penche ou regarde son convive. Le mécanisme peut exécuter le déplacement de la fourchette avec une grande précision, mais si l'on a le malheur de bouger, on peut se crever un œil. Les langues sont une matière à apprentissage du même ordre. L'opinion généralement admise est que cet apprentissage est une affaire de mémoire. Après la guerre, une femme s'était mise à apprendre l'anglais avec un professeur qui soutenait cette opinion. Il lui faisait répéter un certain nombre de phrases toutes faites autant de fois qu'il le fallait pour que la répétition devint automatique. La gare de Tokyo se trouve à 5 blocs plus loin, tournée à gauche et à la deuxième à droite. Un jour, elle fut accostée par un Américain qui lui demanda où était la gare de Tokyo. Toute heureuse de pouvoir mettre en pratique son anglais, elle répéta automatiquement la phrase toute faite. C'est après coup qu'elle se rendit compte de son erreur. La gare de Tokyo ne se trouvait pas du tout là où elle l'avait indiqué. Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas les mots savants qui sont difficiles lorsqu'on apprend une langue étrangère. Les termes techniques, les jargons de laboratoire ne sont que des signes conventionnels dont il suffit de connaître le contenu intellectuel. Un ingénieur japonais peut se faire comprendre de son collègue français, même si tous les deux ne parlent qu'un anglais très écorché et à bâton rompu. Ils peuvent compléter l'explication avec des gestes et des dessins. La traduction à l'aide d'un ordinateur est une chose possible dans ces contextes. La vraie difficulté est dans les mots très simples que tout le monde connaît. Oui, non, petit, grand, chaud, froid, bien, mal, etc. Ce sont des mots vivants,
dont le contour s'estompe dans un éclair obscur instable. Dire que oui est affirmatif et non négatif, c'est d'un simplisme purement théorique. Oui peut être affirmatif, mais il peut être boudeur, contestataire, désapprobateur et quelquefois plus négatif que non. Non peut être plus affirmatif que oui. Pour bien sentir la nuance, il faut tenir compte du ton de la voix, du sexe, de l'âge, des circonstances, des contextes. C'est trop délicat pour que l'intelligence seule puisse y démêler les confusions. Sans le concours du subconscient, ce réservoir insondable de mémoire qui conserve toutes les sensations qui sont pour la plupart indéfinissables, on se heurterait au quiproquo perpétuel. Ces sensations indéfinissables sont du domaine du qui. Si tous les mots simples et familiers étaient rigoureusement analysés jusqu'au moindre détail de la signification, il deviendrait presque impossible pour nous de parler, tant seraient grands les efforts intellectuels que cela exigerait. Mais nous parlons sans réfléchir ni penser. Nous parlons juste parce que nous ne réfléchissons pas. Il y a là un éternel paradoxe. Les mots servent à exprimer les sentiments, mais les sentiments ne peuvent pas être exprimés par des mots. Qu'est-ce que le subconscient ? C'est en somme le corps, mais non pas le corps tel qu'on le conçoit dans l'anatomie, qui n'est qu'une représentation de l'esprit, mais le corps avec lequel on vit, le corps qui vit. C'est le corps qui sent la faim et la soif, le chaud et le froid, qui reflète la joie et la tristesse, l'espoir et la crainte. On a l'habitude d'attribuer le processus de création à l'intelligence, au cerveau, comme s'il suffisait d'avoir un bon cerveau pour tout créer. Le processus de création est opposé à celui d'apprentissage, en ce sens que c'est le travail de l'information ascendante. Mais d'où vient l'information ascendante ? On l'ignore. Comme l'œuvre artistique ou scientifique se présente sous l'aspect intellectuel, on ne cherche pas plus loin. Mais le corps participe à la création, ce corps qui frémit, vibre et palpite à l'inspiration. Au fait, la littérature n'est qu'un certain arrangement de mots, la peinture de couleurs, la musique de sons. Les mots, les couleurs et les sons n'ont pas en soi des valeurs artistiques. Ce sont des véhicules qui servent à transmettre ce qui est caché, ce qui fait vibrer le corps de l'artiste et aussi celui de l'amateur. Il y a bien des années, un critique de musique japonais, Kanetsune, a fait une expérience qui a provoqué un gros scandale. Il a demandé au pianiste d'appuyer sur le clavier et il a enregistré le son. Ensuite, il a fait marcher un chat sur le clavier. La conclusion, il n'y a pas de différence de qualité entre les sons produits par l'artiste et ceux du chat. On peut en dire autant d'un typographe qui compose un chef-d'œuvre littéraire, selon le texte, sans être pour cela un littérateur. L'inspiration qui guide les artistes à trouver une formule qui puisse les satisfaire n'est, au fond, pas différente de l'élan d'un enfant qui cherche à trouver une friandise que sa mère a soigneusement cachée. La formule qu'adopte chaque artiste pour trouver l'inspiration est toute personnelle. C'est la condition du corps qui suscite l'inspiration. Schiller sentait l'odeur des pommes pourries pour travailler. Tourguenieff prenait un bain de pied. Balzac du café et Haussmann, poète, sentait l'inspiration venir lorsque le frémissement de sa peau empêchait le rasoir de fonctionner. Nombre d'artistes peintres dépensent tout leur argent quand ils ont vendu un tableau, car riches et repus, ils se sentent bourgeois et cessent d'être artistes. La condition du corps dont j'ai parlé n'a rien à voir avec les constatations tirées d'un examen médical qui consiste à appliquer une méthode dans le système clos anatomique. À vrai dire, il n'y a pas de démarcation nette entre ce qui est corps et ce qui ne l'est pas. Le port d'un uniforme transforme l'homme en soldat. L'habit fait le moine.
Wagner s'affublait de robes de femme pour composer sa musique. Le mauvais temps arrête l'élan de certaines personnes, mais rend les enfants plus chahuteurs. La baisse des valeurs donne un ulcère d'estomac à certains agents de bourse. Le corps, c'est tout un ensemble de facteurs qui se reflètent sur le mental pour le limiter, comme le mental se reflète sur le corps. C'est ainsi que Noguchi conseille aux maris de satisfaire les fantaisies de leurs femmes lorsqu'elles sont enceintes. La grossesse limite leur imagination. Sans être femme, je peux très bien me trouver dans une situation analogue lorsque je descends du train dans une ville avec de gros bagages, par exemple. Je n'ai pas l'esprit libre tant que je ne suis pas arrivé à l'hôtel pour m'en débarrasser. Continuateur de l'héritage de la Grèce antique, l'occidental cherche à expliquer la nature. C'est une nécessité pour lui de découvrir des lois qui régissent cette nature, faute de quoi il ne sait plus comment s'orienter. La science nous offre des équations qui facilitent l'opération mentale. Mais la science ne peut pas accepter toutes les données sans y faire un tri méthodique. C'est sa destinée d'aboutir à la compartimentation. L'univers de la science est un univers clos de représentation. L'homme est non seulement inconnu, mais inconnaissable. Il échappe à toute équation au moment où l'on commence à la croire parfaite. Aucun schéma d'explication ne peut le couvrir entièrement. Paradoxalement, on connaît l'homme quand on se débarrasse du souci d'explication et le regarde à l'œil nu.